Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Alors, cette communication s'intitule « Soutenir l'exploration et le jeu en augmentant la qualité de l'aménagement éducatif ». Nous avions prévu, donc au départ, deux volets à la communication. Dans un premier temps, en fait, c'est de situer la place du jeu dans le développement de l'enfant, c'est-à-dire en s'intéressant à la place qu'il occupe dans le développement global, mais aussi en faisant un survol des retombées potentielles que le jeu peut avoir dans les différentes sphères de développement de l'enfant. Dans un deuxième temps, nous allons illustrer à l'aide de l'exemple du projet porté par la qualité 2 ans et demi à 5 ans. En fait, comment il est possible de justement soutenir l'exploration et le jeu en portant une attention particulière à l'interaction éducative et à l'aménagement. Alors, comme notre présentation se situe en fin de journée, il y a déjà plusieurs présentations intéressantes. Certaines choses qu'on souhaitait aborder au début ont déjà été faites d'une façon très complète. Alors, on va donner davantage de temps à la deuxième portion donc pour que vous ayez une idée concrètement de cette étude qui a été faite. Et question de vous donner un aperçu porté par la qualité, c'est un projet de recherche qui a été mené dans plusieurs CPE de la discipline médicaments. Et c'est donc un projet qui a permis d'augmenter la qualité éducative par le biais d'une formation sur mesure qui a été offerte aux éducatrices et aux gestionnaires de CPE qui ont participé. Donc, pour bien situer la place du jeu dans le développement des enfants, mais surtout pour mettre en valeur toute son importance, il nous apparaissait pertinent de faire un survol de quelques courants plus importants qui ont abordé cette question-là, et aussi les principaux constats qui ont été. Donc, un premier courant, l'éthologie. Alors, avant même de faire l'objet de recherche chez l'être humain, le jeu a été largement étudié chez plusieurs espèces animales. Et bon, ces études-là, qui pour la plupart sont issues de l'éthologie, ont mis en évidence que le jeu, c'est une activité qui est essentielle à la survie de plusieurs espèces. Et de la même façon, chez l'être humain, le fait que le jeu, donc cette activité naturelle de l'enfant, soit encore présente dans le répertoire comportemental de l'humain, signifie qu'il joue un rôle essentiel. Mais pourquoi est-ce que c'est si important? Bien, il ressort que le jeu favorise l'émergence de nouveaux comportements, mais aussi de stratégies adaptatives. Par exemple, pensez à des situations de jeu, par exemple, un enfant qui se fait pourchasser ou un enfant qui va courir sur la neige, sur la glace. Des contextes comme ceux-là vont faire en sorte que l'enfant se retrouve dans des situations qui sont imprévues. Il se retrouve dans des positions qui sont inhabituelles, à la limite un peu handicapantes, et c'est ce qui va amener l'enfant à s'adapter et aussi à manifester des comportements nouveaux. Il a également été observé que le jeu va stimuler l'innovation comportementale. À cet effet-là, il a été observé que certains apprentissages sont optimisés lorsqu'ils s'effectuent dans un contexte de jeu, plutôt que dans un contexte d'apprentissage peut-être plus traditionnel, soit un apprentissage guidé par l'adulte ou un apprentissage par observation. Et c'est notamment le cas du langage. Les enfants présentent parfois un langage qui est plus complexe, plus varié dans des contextes de jeu entre pairs, plutôt que dans des interactions enfants-adultes. Bon, bien sûr, mis à part le lien qui existe entre le jeu et la survie, il y a une autre perspective ici. Le jeu est tellement important qu'il a été intégré à certaines des plus
influentes théories du développement, donc celle de Piaget et aussi Vygotsky. Alors, dans un premier temps, bien, c'est certain que ces deux auteurs-là avaient des centres d'intérêt différents, mais les deux, quand même, considéraient le jeu symbolique comme étant vraiment central dans le développement. Alors, pour Piaget, question de résumer, le jeu, c'est le travail de l'enfance. Alors, pour lui, le jeu va favoriser les apprentissages sur plusieurs plans, donc au plan sensoriel, cognitif, moteur, social. Et ça va permettre aussi, en plus de ça, l'assimilation du réel, donc par un processus de déséquilibre et de rééquilibre au plan cognitif. Du côté de Vygotsky, maintenant, alors, le jeu ici, il est considéré comme étant l'activité maîtresse de la période préscolaire. C'est donc dire que, en fait, c'est le type d'interaction entre l'enfant et son environnement social qui va, dans le fond, être le plus bénéfique au développement. Et pour ne nommer que quelques-uns des avantages et des bénéfices du jeu en lien avec cette perspective, bien sûr, il faut mentionner le fait que le jeu symbolique va créer ce qu'on appelle une zone proximale de développement. Ça a déjà été défini tout à l'heure. Alors, je vous rappelle que c'est une image de progression, en fait, l'écart entre ce qu'un enfant est capable d'accomplir seul et ce qu'il est capable également d'accomplir avec l'aide d'un adulte ou d'un père plus expérimenté. Alors, ça, entre autres, reviendra dans les notions de qualité, d'interaction éducative tout à l'heure. On sait également que le jeu ici va faciliter le développement de l'autorégulation. Alors, dans le contexte de jeu, l'enfant va à certains moments se devancer lui-même et parvenir à maîtriser des habiletés qu'il ne maîtrise pas nécessairement dans un autre contexte de la vie de tous les jours. Alors, plus récemment, dans une perspective plus contemporaine, il est maintenant admis que le jeu va en quelque sorte agir comme étant un levier pour la connaissance et pour l'apprentissage. Certains auteurs définissent aussi cet élément-là. Ils vont l'illustrer en disant que le jeu, c'est le miroir de l'activité cognitive des enfants parce qu'en observant un enfant jouer, on peut comprendre ce qu'il sait et ce à quoi il pense. Et l'enfant aussi va sans dire qu'il participe activement à la construction de ses savoirs sur les individus, sur les événements, sur les objets. Tout ça s'effectue à travers le jeu. Il importe de mentionner que le jeu, on sait bien sûr que ça favorise le développement global de tous les enfants, mais un peu comme c'est le cas avec la qualité éducative, c'est particulièrement important pour les enfants qui vivent en contexte de pauvreté. Ces enfants-là qui vont parfois voir leur temps de jeu qui va être réduit pour différentes raisons, que ce soit des motifs associés à leur condition familiale, au voisinage, ou des raisons qui sont liées davantage au milieu scolaire. Et le fait d'être privé d'un certain temps de jeu, ben, ça va nécessairement limiter les possibilités de retirer les bienfaits qui sont espérés à travers le jeu. C'est un peu la même chose avec les enfants qui ont des retards de développement ou qui sont à risque d'en présenter. Pour ce qui est des retombées du jeu, bon, on convient qu'une figure comme celle-là ne peut absolument pas être représentative de toutes les retombées possibles. Ça donne toutefois un aperçu des retombées dans différentes sphères de développement. Certaines retombées sont davantage associées à certains types de jeux, et c'est bien sûr le cas du jeu d'activité physique qui va avoir des retombées au plan physique. On sait que ça favorise le développement des habiletés motrices, mais il y a également des bienfaits qui s'observent sur le maintien d'un poids santé, sur la diminution des risques de survenue éventuelle
de maladies chroniques. Sur le plan psychologique, il a été observé que le jeu peut amener l'enfant un sentiment de bien-être, peut avoir un impact positif sur son estime de soi, également sur le sentiment d'efficacité. Le sentiment d'efficacité qui est aussi très fortement relié au jeu d'activité physique. Hein, plus je peux bouger en étant jeune, alors plus je me sens efficace et plus grandes seront les chances que je devienne éventuellement un adulte actif. Au plan social et affectif, alors cette fois-ci, le contexte de jeu il a été observé qui permet d'apprendre à l'enfant à résoudre des problèmes socialisés par les interactions qu'il aura avec ses pairs, gestion des émotions et certains impacts positifs aussi sur le langage, en comptant la complexité du vocabulaire, l'étendue. Donc, si on souhaite que le jeu engendre des retombées qui sont anticipées, bien, il importe que le contexte soit favorable à ces retombées. Et comme il en a été question un petit peu plus tôt, le jeu peut devenir un moyen d'adaptation, ça peut devenir aussi un moyen d'apprentissage pour les enfants, assumant que certaines conditions sont réunies. Et parmi ces conditions-là, il y a un environnement familier et sécuritaire. Alors, on pense à un environnement qui est exempt de stress environnementaux et aussi une supervision, que ce soit parentale ou une supervision d'un adulte qui est adéquate. On peut facilement comprendre le rationnel derrière ces conditions-là si on replace le jeu dans son contexte, à savoir que le jeu est toujours précédé d'une période d'exploration. Alors, quand l'enfant a le sentiment d'être dans un endroit qui est sécuritaire, où il se sent bien, il va pouvoir s'adonner au jeu. Et ces conditions-là peuvent être rencontrées, entre autres, par une attention qu'on aura mise sur la qualité éducative. Donc, brièvement, on a vu précédemment que le jeu a été associé à la survie, qui est associé à différentes étapes du développement de l'enfant, également qui est associé à l'apprentissage et à la connaissance. Ce n'est donc pas surprenant que le jeu, en fait, soit l'un des 5 principes de base du programme éducatif des services de garde du Québec et qu'il soit considéré donc comme l'outil principal par lequel l'enfant s'exprime, apprend et se développe. Alors maintenant, c'est à mon tour? Oui, c'est à mon tour, Suzanne. Nous allons voir un exemple concret. Alors, merci Juliane. Juliane avait en fait dans ses étapes de doctorat un examen qui portait justement sur la notion de jeu. Donc, c'était important pour moi qu'elle puisse introduire, parce qu'elle en parle avec plus de connaissances que moi. Ce dont je vais vous parler, c'est de soutien de l'interaction éducative par un programme de formation sur mesure qui a été mis en place en activité médicamenne dans le Québec. Vous allez voir que le jeu est au centre et l'apprentissage par le jeu est au centre de la formation qu'on a donnée. En fait, le projet s'appelle Porté par la qualité, 2 ans et demi, 5 ans. On avait deux objectifs principaux au départ, qui étaient d'identifier les pratiques exemplaires des éducatrices des 2 régions et déterminer les besoins en termes de formation sur mesure continue dans les services de garde éducative des 2 régions. On avait 25 centres de petite enfance, dont 7 des communautés autochtones qui ont accepté de participer. On a pu observer, on avait une possibilité d'observer 120 environnements. On a eu une réponse de 93,3% des éducatrices. Donc, on a observé 112 environnements, 112 locaux. Et on a recueilli des données socio-démographiques pour une possibilité de 1400 parents, donc 1400 enfants, donc peut-être un peu moins de parents. Mais on a pour 400 familles qui nous ont retourné par la poste des données et on a aussi les données pour 112 éducatrices. L'idée derrière le projet de recherche, c'était d'aider les éducatrices de la région à développer une vision commune
de la notion de qualité. Donc, aider à favoriser, à changer la façon dont on perçoit la représentation, je reprends les mots qui ont été dits aujourd'hui, la représentation qu'on se fait de la qualité. Donc, l'idée à la base, c'était que les éducatrices avaient, dans le cadre de leur formation petite enfance, tous les outils, toutes les connaissances nécessaires pour mettre en place un environnement de qualité, mais qu'au moment de transférer ces connaissances-là dans le quotidien, des fois, avec le lot de choses qu'il y a à faire dans une journée, ça devenait plus difficile. Donc, l'idée de base, c'était à partir des gestes du quotidien, de réactiver, d'aider les éducatrices à réactiver ces connaissances-là et à dégager comment on peut faire pour que ça devienne une réalité dans notre quotidien. Donc, c'est un processus continu de formation et qui se continue encore grâce à une subvention qu'on a obtenue. On va terminer en juin août 2016 avec une poursuite du projet pour les moins de 30 mois. Donc, c'est très rare qu'un chercheur a l'occasion de travailler pendant près de 10 ans avec des gens de la même région. On a débuté en avril 2008 par la mise en place d'un comité de réflexion. Et il y a eu 18 mois de réflexion et de travail dans le cadre d'un projet de maîtrise d'une étudiante, Valérie Rancourt, avant d'arriver à la phase 1 du projet qui était la cueillette de données, l'évaluation de la qualité, pour ensuite avoir en l'année suivante un programme de formation et ensuite l'évaluation sur mesure. Et on poursuit, on a débuté en mois d'août avec les 0,3. Donc, on a évalué la qualité à partir de l'échelle d'évaluation de l'environnement préscolaire. On a, comme je vous ai dit, différents questionnaires pour évaluer. Le programme de formation sur mesure est inspiré en fait de mon projet de thèse que j'ai fait sous la direction de Christa Jappel et de Mme Côté de l'Université de Montréal. Je dis inspiré parce que l'expérience a fait qu'on a décidé de modifier certains aspects. Par contre, on a gardé les 3 sessions de 3 heures séparées d'1 mois entre les deux. On a utilisé la grille d'évaluation d'environnement préscolaire et on a mis l'accent sur l'enseignement et le transfert des connaissances sur l'importance de l'apprentissage actif par le jeu et les besoins développementaux. Le programme de formation sur mesure est basé sur le concept de zone proximale de développement de Vygotsky, appliqué à des adultes. Donc, je suis psychoéducatrice de formation depuis plus de 35 ans. J'ai travaillé dans différents milieux, donc je ne pourrais pas faire autrement que d'appliquer aussi une approche plus psychoéducative, de dire que ce qu'on fait avec les adultes, ça va peut-être leur donner envie ensuite de le revoir parce qu'on va avoir des modèles de comment on travaille, là, comment on réfléchit. Donc, dans une approche démocratique. Je passe ça ici parce que c'est certains éléments qu'on a, peut-être je vais aller trop vite, mais c'est pas grave, je préfère aller trop vite. Certains éléments qu'on a abordés, mais pas seulement ça. Dans le fond, dans le cadre de la formation, l'idée de partager le pouvoir, ce sont des concepts que les éducatrices connaissent. Mais comment on fait ça? Et là, on est dans un modèle vraiment, comme Nathalie disait tout à l'heure, qui est systémique, qui partager le pouvoir ne fait pas nécessairement partie de nos valeurs nord-américaines. Quand on est en contact avec les jeunes, on l'a vu dans les différentes présentations. On accorde aussi l'importance aux forces des enfants et de leur famille. On leur reconnaît ces forces-là, donc ces capacités-là. On parle que les enfants ont des capacités. Fait preuve d'authenticité dans ses contacts. Invite les enfants à manipuler du matériel qui provient de la maison. Donc le CPE, c'est pas détaché de la maison. Et on laisse de la place pour ça. Propose des choix qui reflètent la vie familiale. Communique avec les enfants dans le langage employé à la maison. Donc, on a en Abitibi des gens qui parlent en algonquin. C'est intéressant qu'on puisse parler algonquin dans le CPE, qu'on puisse parler anglais aussi, qu'on puisse parler français, qu'on puisse parler en cri. Avec les enfants, considérer, apprécier la différence familiale et culturelle. C'est certains éléments qui sont au niveau du programme de formation sur mesure, il y a 26 CPE sur 27 qui ont participé. Le 27e, c'était pour des raisons de réorganisation là, à l'interne, donc ils continuent à travailler avec nous.
Nous, on pensait au départ, donc c'est un projet de recherche qui est basé sur un partenariat réel entre les gens du regroupement de la Témiscamingue et moi comme chercheur. Et on a construit. Le partenariat est aussi à l'image de ce qu'on a transmis dans la formation. Donc, être à l'écoute comme chercheur des besoins de la communauté. Alors, dans mon livre à moi, le premier défi, c'était de former les éducatrices qu'on va évaluer, puis après ça, on va aller les réévaluer. Mais les besoins des milieux étaient de former toutes les équipes. Alors, on s'est réajusté, donc on a pu, à partir de là, compte tenu des réalités qu'on change, les éducatrices changent de niveau, et les gestionnaires nous disaient, si je veux créer ce dont tu parles, une vision commune, il faut que tout le monde soit assis ensemble pour entendre ça, même si elles n'ont pas à l'appliquer, pour pouvoir appuyer les autres éducatrices si elles ont à le faire. Donc, c'était vraiment l'idée derrière ça. Donc, on a eu le privilège de former 204 éducatrices, 31 gestionnaires, 6 conseillères pédagogiques, parce qu'en Abitibi-Témiscamingue, les gens débloquent des fonds qui prennent pour engager des conseillères pédagogiques. On a enregistré aussi tout le contenu de formation. C'est énorme. Hein, Juliane fait l'analyse qualitative verbatim. Parce que ce qui m'intéresse aussi, oui, de former les gens, mais de comprendre le processus sous-jacent au transfert de connaissances, comment les gens prennent ça, replacent ça ensuite dans leur quotidien. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Puis si ça a marché, ben, on va se pencher sur ça. Donc, on a terminé, je vois Marc-André ici d'Avenir d'enfants, parce que l'Avenir d'enfants a beaucoup contribué financièrement à rendre le projet possible, qui charge du projet chez nous. L'idée, c'était d'écrire un programme de formation sur mesure et on envoie ça à l'impression, ça devrait être fait pour la fin de l'année, vous allez en entendre parler, qui est un programme de réinvestissement d'activités de formation sur mesure basé sur ce qu'on a fait en Abitibi-Témiscamingue. On est déjà rendu là. Mon Dieu Seigneur. Je voulais vous montrer les résultats. Il reste beaucoup de temps? 12 minutes. Ah, ben j'ai le temps. Donc, je ne suis pas rendu trop vite. Je vais vous montrer les résultats. En fait, sur les 112 éducatrices observées en premier, on a pu apparier 42 éducatrices qui étaient là au début, avant, pendant et après. Donc, on a fait des analyses à partir des résultats de ces éducatrices-là. On a pu apparier. Et la grille d'évaluation d'environnement préscolaire nous donne des niveaux de qualité minimale. Donc, minimal ici pour cette grille-là, ça correspond aux critères du ministère quand on vient vous inspecter ou inspecter les centres. C'est à peu près minimal que ça se place. Et ensuite, bonne et excellente. Et plus on va vers le 4, 5, 6, 7, plus on est dans des habiletés plus éducatives, où on stimule le développement de l'enfant. Donc, on voit en bleu ce qui était avant le score pour chacune des sous-échelles de la grille. On voit que pour certaines sous-échelles, comme l'interaction structure du service, c'était déjà élevé. Il n'y a pas de changement significatif, par contre, c'est resté élevé. Et ça, au niveau des interactions, on obtient les mêmes résultats dans l'ELDEC, dans Grandir, en qualité, où on voit que chez les éducatrices, c'est élevé, la façon dont on évalue les interactions. Au niveau du mobilier aménagement, on voit qu'il y a un changement significatif, donc on a une augmentation de plus de 15%, significatif au plan statistique. Au niveau des soins personnels, quand on a fait la première cueillette de données, c'était pendant le H1N1. Donc, moi, je pensais que ça baisserait ensuite. Mais on voit que 6 mois, 1 an après, il y a quand même des pratiques qui sont restées en place, mais qu'il y a eu une augmentation au niveau des soins personnels. Parce qu'ici, c'était particulièrement élevé pour une recherche, mais il y avait toute la question de se laver les mains, tous les microbes qui étaient très, très présents. Langage de raisonnement, l'augmentation, activité, une augmentation quand même assez intéressante. Interaction et parents personnels, donc plus 6%. Ce que
ce sur quoi je souhaite attirer votre attention, c'est comment, quand on regarde la sous-échelle mobilier aménagement, on parle de comment l'éducatrice, une grosse partie de la formation, le traité de ça, peut s'aider de l'environnement pour pouvoir être en mesure d'être disponible et d'accueillir les enfants dans ce qu'ils sont. Parce que c'est une lourde tâche, beaucoup d'enfants, et la base, c'est de dire peut-être en aménageant différemment ton local, tu peux, par exemple, en ouvrant des portes, en laissant accessible du matériel, tu n'as pas besoin de jouer ce rôle-là. Hein, c'est comme, et là, on va voir comment le fait de modifier le mobilier aménagement a eu des impacts sur d'autres sous-échelles qu'on trouve très importants. Petite anecdote, quand on a fait les formations, quand on arrivait vers la 3e formation, plusieurs éducatrices, parce que dans les équipes, si on formait 16 ou 17 personnes en même temps, c'est pas tout le monde qui avait l'occasion, qui avait nécessairement l'énergie pour le lendemain matin se mettre à changer ses pratiques. Mais il y en avait toujours une ou deux qui faisaient ça rapidement. Et celle-là arrivait à la dernière rencontre en disant « Mais maintenant, Suzanne, je fais quoi? » Parce que j'ai essayé, j'ai fait comme j'ai aménagé mon local, les enfants n'ont plus besoin de moi. Qu'est-ce que je fais? Mais c'est intéressant parce qu'on s'en sert pour notre prochain suivi. On va plus se former sur l'interaction, le prochain groupe. Donc, au niveau du mobilier, voyez-vous, au niveau de l'aménagement du local, une augmentation significative de plus de 42%. Donc, il y a eu là vraiment des efforts que les éducatrices ont mis pour modifier la façon de vivre dans le local avec les enfants. Bon, l'espace intérieur, ça ne change pas, on le voit, c'est des normes gouvernementales. On ne peut pas travailler là-dessus, donc il faut faire plus, avec moins ou avec ce qu'on a. Et à l'intérieur de ça, le mobilier, bien, on a dit achetez-en pas, faites quelque chose autrement. Donc on voit que ceux qui ont bien suivi le conseil, mais ils ont utilisé autrement le mobilier pour détendre. Regardez comment c'est important. L'espace pour l'intimité, comment c'est important pour certains enfants d'avoir un endroit pour s'isoler. Le matériel exposé, la motricité, on voit que l'espace pour la motricité, l'équipement c'est toujours très fort, on le dit. Mais l'espace, comment on occupe cet espace-là pour la motricité? Voyez-vous que plus on approche du sein, plus on est dans le sein, plus on est dans des habiletés où l'éducatrice est plus éducative dans ce qu'elle propose. Plus elle laisse les enfants plus dans des jeux actifs. On voit aussi qu'il y a eu des changements au niveau de la sous-échelle langage et raisonnement. Pas suffisamment à notre goût, parce qu'on voit que les parts, c'est quand même assez faible, mais pour tout ce qui est soutien à la communication, donc déjà dans la façon d'aborder les enfants, il y a une augmentation. Dans ce qu'on propose comme livre, on sait comment c'est important. Il y a présentement une étudiante de maîtrise en psychoéducation, qui est en train de finaliser un projet, justement, qui va proposer aux éducatrices du matériel pour soutenir le langage et les raisonnement. C'est très, très intéressant. Il y a une partie qui va se retrouver dans notre programme de formation. Donc, là où il y a plus de difficultés pour les éducatrices, c'est le soutien au raisonnement, puis de laisser un peu les enfants parler. Le langage spontané. Regardez au niveau des activités. Comment est-ce que le fait d'ouvrir certaines portes, de rendre disponible, vous savez ce que les éducatrices ont le plus fait, c'est du ménage. Il y avait trop de matériel, donc il y avait peur de perdre contrôle. Alors au lieu d'avoir 12 assiettes, on peut en mettre 4. Si les enfants en ont besoin, ils vont t'en demander une, tu en as de rangée là. Donc juste le fait de laisser moins de matériel à la disposition, mais le matériel qui répond aux besoins des enfants, puis que les enfants aiment, puis que les enfants vont retrouver le lendemain, ça fait en sorte que les éducatrices se sont senties plus à l'aise d'exploiter l'ensemble des sphères de développement. Et passer suite à ça, un inspecteur nouveau dans la région qui a dit comment ça se fait que vous laissez des ciseaux traîner. Alors là, ils ont dit, ben, nous autres, on est dans un projet de recherche
Parler à la chercheuse. Parce que tout de suite, l'inspecteur, il a vu qu'il y avait du matériel, des ciseaux pointerons. Pointerons, ça c'est dangereux. Les enfants pourraient se faire mal. Mais les enfants n'utilisent pas comme ça. On le sait, nous autres. Donc, c'est pas... Et les éducatrices sont capables de juger. Donc, on a aussi proposé des activités de réinvestissement, et c'est sur ces activités de réinvestissement-là qu'est basé notre programme qu'on est en train de finaliser. Encore hier, vous avez les dernières lectures. C'est qu'à la fin du programme de trois sessions, on a demandé aux éducatrices d'écrire 2 ou 3 items sur lesquels elles aimeraient approfondir davantage. On est retourné auprès du comité qualité, et avec les gens du comité qualité, on a choisi les items qui revenaient le plus souvent. On a demandé aux éducatrices, voyez-vous, il y a une question aussi de valorisation des bons coups. Je suis psycho-éducatrice, je ne peux pas me refaire, je m'excuse. Et on leur a demandé, prenez des photos. Hein, vous avez changé des choses, prenez des photos. Et en derrière, écrivez comment vous avez sélectionné, pourquoi vous avez sélectionné ça et quelle était votre intention éducative quand vous avez mis ça en place et à quoi vous pensez que ça correspond pour répondre aux besoins des fois de tous les enfants. On a eu plus de 100 photos. On a bâti avec ça un guide à partir et on peut nommer, on a les droits de reproduction. Donc c'est beaucoup de travail par contre, mettre ça ensemble, mais il y a une fierté. Donc c'est possible parce que beaucoup de gens nous ont aidés financièrement. Au tout début, une recherche partenariale en économie sociale qui ont plu au projet. On me disait au début, tu ne fais pas de la recherche, toi. C'est pas bon ce que tu fais. Il y a des gens qui m'ont donné un premier 10 000 $. À partir de ce 10 000 $-là, on a fait des petits. La chaire développement, on a tous mon là, l'Université UQAC, le regroupement, le réseau Dialogue, qui sont pour les questions autochtones, Avenir d'enfants et l'Université Laval. Ça prend pas mal de monde pour financer un projet comme ça. Et là, on aurait pu mettre tous les CPE qui ont investi à eux mêmes, plus de 100 000 $ pour former le personnel. Donc, on est toujours avec ma petite photo, vous allez la retrouver bientôt sur le programme, parce que je trouve que c'est un poème